Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est possible, une émission de l'Express en partenariat avec Movinon, le premier écosystème mondial d'entreprises œuvrant à la mobilité durable. C'est possible, un rendez-vous qui va mettre en avant les projets, les initiatives qui vont dans le sens de la transition énergétique avec un objectif, vous le savez, en ligne de mire, zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Et aujourd'hui, dans ce rendez-vous, on va parler des infrastructures dont on a besoin pour recharger nos voitures, nos bateaux ou nos camions. Bref, comment on crée les meilleures conditions pour se passer facilement des énergies fossiles. Bonjour Laurent Siffre. Bonjour Antoine. Alors vous êtes directeur de la thématique énergie chez Movinon. Et puis bonjour à vous Sylvain Chapon. Bonjour Antoine. Vous êtes délégué marketing chez Engie. Comme je le disais en introduction, on va parler d'infrastructure, c'est très important pour transitionner. Quand on parle d'infrastructure pour cette transition, on parle de quoi? Quel est le contexte et la problématique initiale, Laurent Siffre? Alors, comme vous l'avez rappelé, si on veut en 2050 atteindre le net zéro émission, le secteur des transports, il faut le savoir, représente déjà un quart de ces émissions aujourd'hui. Donc, essentiellement à travers les transports routiers, mais aussi plus de 10% pour le maritime et plus de 10% pour l'aviation. Donc, il est clair que si on veut atteindre le net zéro émission en 2050, il faut traiter toute la problématique autour des transports. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décarboner les véhicules, que ce soit des véhicules légers, des poids lourds, des navires, des avions. Et ça nécessite non seulement de nouvelles technologies au niveau des véhicules, de nouvelles énergies moins carbonées, voire même idéalement décarbonées au niveau des véhicules. Et ces véhicules, ensuite, ils ont besoin, pour, comme vous le disiez, se recharger, de trouver une infrastructure énergétique disponible pour leur distribuer l'énergie. Ouais, c'est ça peut paraître évident, mais c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai un véhicule électrique, un camion électrique, j'ai besoin de bornes de recharge. Sinon, je ne vais pas aller acheter ce véhicule et il ne va pas se développer. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est effectivement ce qu'on a vu déjà, que tout le monde a vu sur le véhicule léger électrique. Donc ça, on peut considérer qu'on est parti. Par contre, il reste encore à faire beaucoup de choses au niveau des véhicules lourds, que ça soit au niveau de l'électrique, voire d'autres technologies. D'autres énergies. Et puis les navires, transition. les avions et autres qui doivent aussi être décarbonés. Alors, quand on parle d'infrastructure, est-ce qu'on peut simplement redire de quoi on parle? C'est-à-dire, c'est les bandes de recharge, c'est la capacité notamment à faire venir ces énergies renouvelables ou d'autres types d'énergie comme l'hydrogène dans nos pays, c'est ça? C'est tout ça, ces infrastructures? Alors, les infrastructures énergétiques, c'est la production de ces énergies, c'est le transport de ces énergies et c'est la distribution de ces énergies. C'est ce qui fait qu'à la fin, ça arrive dans le véhicule. Ouais, ok. Et là, il y a du travail, il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui. Et là, il y a énormément à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup qui a été fait sur le véhicule léger électrique, mais il reste le véhicule lourd électrique, et là, Sylvain pourra certainement en parler. Et puis, il reste les navires et les avions pour lesquels on parle d'hydrogène, on parle d'ammoniac, on parle de e-fuel, on parle d'un certain nombre d'autres énergies pour lesquelles la problématique est la même. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en France, en Europe plus globalement, il n'y a pas assez ou suffisamment de bandes de recharge électrique, par exemple, si je prends cet exemple-là précisément? Alors, je pense qu'on peut dire que pour les véhicules légers... J'ai un peu la réponse, cela dit, mais bon... Il semblerait qu'en France, quand même, on est plutôt bien doté, ou dans les pays du Nord, c'est plutôt bien doté. Alors, on est plutôt bien doté au jour d'aujourd'hui, mais c'est clair que les ambitions qu'on a en 2035 au niveau des voitures électriques et les ambitions qu'on peut avoir dans le domaine du poids lourd nécessitent encore de gros investissements dans les années qui viennent. Ouais, et c'est ça le sujet, c'est que ce sont des investissements qui sont quasiment industriels, quoi. Il faut vraiment passer à l'échelle. Il faut passer à l'échelle. Comment, justement, on fait pour accélérer le développement des infrastructures, Sylvain Chapon? Précisément, c'est la raison d'être d'Engie, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une neutralité carbone. Alors, ça implique à la fois de concilier la performance économique, l'impact sur la planète, et puis de rassembler nos salariés, nos actionnaires, les parties prenantes, les clients, parce que c'est eux qui finalement aussi décident des usages, et nous devons répondre à cette appétence pour répondre au changement climatique. Et précisément, la mobilité, pour nous qui sommes un énergéticien de référence pour la neutralité carbone, c'est un levier stratégique pour y parvenir. Et c'est évident. Donc on s'est engagé bien sûr
déjà avec un scénario de transition énergétique pour l'Europe 2050 qui a été présenté cette année, mais aussi et surtout pour la mobilité, eh bien, c'est pouvoir donner tout de suite, vous posez la question, prendre des décisions en s'engageant de manière concrète et que les gens puissent le voir réellement. C'est le cas avec une marque qui a été créée l'année dernière, qui s'appelle Engie Vianeo, pour exemple, parce qu'il est très concret. C'est une marque d'Engie, c'est une entreprise créée par Engie, c'est ça, qui fabrique, qui produit des infrastructures. Absolument, qui met en œuvre nos expertises et nos capacités. On peut vous trouver en bord d'autoroute, par exemple, dans des bornes de recharge? Absolument, on a déjà 2600 points de recharge, on a une ambition d'ici 2025 de 12 000 points. Et puis, on est présent en Belgique avec plus de 1300 points de recharge, par exemple, mais avec aussi des ambitions en Allemagne, en Espagne, en Italie. Pourquoi ? Parce que les réseaux sont interconnectés, parce que le transport, la mobilité européenne a une dimension très forte et que la France a un positionnement géographique stratégique au sein de l'Union européenne. Donc, on se conforme à tous les grands programmes en la matière et surtout, on anticipe de manière très volontariste. Pour les poids lourds, par exemple, il y a la mise en œuvre actuelle d'un corridor électrique entre Paris et Lyon. Il y a déjà 4 et bientôt 5 qui est un axe qui est extrêmement utilisé, fréquenté par les camions, parce que ça traverse. C'est un axe qui traverse toute l'Europe. C'est le nord-sud européen, c'est l'axe stratégique de l'Europe que chacun d'entre nous connaît bien, et que tous les Européens connaissent et pratiquent. Et bien sur cet axe-là, il y aura des bornes ultra rapides, ultra performantes également, destinées, elles le sont déjà pour une part, aux poids lourds et aux autocars longue distance. On pense aussi à cela. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous misez sur le fait que demain, les poids lourds seront électriques, que les autocars seront électriques, c'est ça ? Vous prenez une sorte de risque industriel en vous disant on va mettre des bornes spécialement pour ce type de véhicule-là. En tous les cas, c'est une ambition de répondre en matière de transport de marchandises et de passagers collectifs très longue distance à la volonté de l'ensemble des opérateurs d'aboutir à des bilans vers la neutralité carbone. Et ça, on y répond. On y répond auprès, bien sûr, des compagnies de transport. On y répond auprès de tous les conducteurs de véhicules légers. Et ça, c'est important. Et surtout, c'est aussi garantir une forme d'autonomie avec une borne tous les 150 km de ce type. Je parle du poids lourd et de ce type de transport. Et là, c'est très fort. De la même manière avec nos 2600 bandes de recharge pour les véhicules légers. Laurent Siffre, c'est un risque industriel justement de développer ce type d'infrastructure parce que ça demande beaucoup d'investissement. Comment on fait pour minimiser ce risque, en tout cas pour l'appréhender ? Est-ce qu'il existe des moyens ? Alors justement, par rapport à ça, nous au niveau de Movinon, au sein de l'écosystème, on s'est dit, il y a un certain nombre de choses qui se font, et Sylvain vient d'en parler, et qui se font déjà aujourd'hui. Maintenant, à l'avenir, si on veut aller plus vite, si on veut étendre ça, par exemple pour les recharges de poids lourds électriques, on peut parler d'axes plus secondaires. Si on ne traite pas les axes secondaires, il y a un certain nombre de poids lourds qui ne pourront pas transiter vers l'électrique puisqu'ils ne trouveront pas de recharge sur ces points-là. Axe secondaire, on est en dehors des autoroutes. Pas de Paris-Lyon, mais peut-être en dehors des autoroutes. Je ne sais pas, Lyon, Nantes, ou Lyon-Clermont-Ferrand. Des axes où peut-être il y a moins de trafic, mais pour autant où il y a quand même du trafic. Donc il faudra aussi les traiter. On peut penser aussi, comme je le disais, à l'hydrogène, au bio-GNL, à d'autres sources d'énergie. Et la problématique est toujours la même. Il faut des infrastructures qui se développent. Il y a des choses qui semblent claires aujourd'hui au niveau des poids lourds à batterie électrique. Pour autant, il semble qu'il y ait des utilisations ou des applications dans lesquelles il faut peut-être aller voir de l'hydrogène ou des biocarburants pour les poids lourds. Après, pour le maritime, il faut les énergies dont je parlais tout à l'heure, hydrogène, GNL. Ammoniac, bio-GNL et autres. Investir dans une nouvelle infrastructure énergétique, c'est prendre un risque. Alors, donnez-nous un exemple. Je crois que vous avez l'exemple du port de Brest. Voilà, on travaille par exemple sur un projet avec le port de Brest, où la problématique, effectivement, ils souhaitent développer la disponibilité de ces nouvelles énergies dans leur terminal au port de Brest. Ils souhaitent commencer par un terminal... exclusivement pour les bateaux, les gros bateaux. Alors justement, c'est pas exclusivement pour les bateaux, parce que la problématique, si on le fait exclusivement pour les bateaux, finalement... c'est peut-être une utilisation limitée. Trop restreinte. Donc, si on veut aller vite
Et le faire maintenant, il faut peut-être étendre aux poids lourds éventuellement de la région, il faut peut-être l'étendre à d'autres applications non liées à la mobilité, afin on va dire, de faciliter la rentabilisation rapide de cette nouvelle infrastructure. Okay. Et c'est ça qui va permettre d'accélérer. C'est parce qu'on va avoir trouvé des applications autres, multiples, mais peut-être limitées chacune d'elles, mais qui regroupées ensemble permettent de développer une nouvelle infrastructure, permettent aussi de la rentabiliser le plus rapidement possible, sachant que la maturité des technologies fait que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, finalement, il va falloir faire évoluer cette infrastructure vers d'autres énergies. Ouais. L'hydrogène, c'est par exemple, c'est ça, on crée j'imagine, un tuyau ou un pipe. Aujourd'hui, on parle de pipeline. Ben demain, on mettra plus du pétrole dedans, mais peut-être du gaz. Et après-demain, peut-être de l'hydrogène. Donc, en fait, il faut que cette infrastructure, elle puisse évoluer intelligemment dans le temps pour qu'on évite de la changer à chaque fois. C'est ça. Précisément, on a déjà un raisonnement qui est d'agir à chaque échelle de territoire. Par exemple, pour les bornes électriques, il y a déjà plus de 230 collectivités, pour ce qui nous concerne, qui sont directement équipées. Et on essaye de voir par collectivité, par territoire, par usage, ce qui peut être le mieux adapté. Engie est également présent sur le bio-GNV, sur le GNV évidemment, selon les types effectivement qui sont adaptés, et l'hydrogène bien sûr. Il y a toujours une alliance aussi entre la molécule et l'électron. Ouais. Et ça, c'est fondamental pour toujours trouver la solution la plus sobre et la plus adaptée. Laurent Sive, je crois que vous avez aussi imaginé pour aider les collectivités, les entreprises à essayer de savoir de quelles infrastructures elles ont besoin. Vous avez inventé une sorte de modèle. Alors, effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est finalement toute cette problématique qu'on vient d'évoquer, elle est à la fois... Parce qu'elle paraît complexe. Similaire entre le port de Brest, qui se pose des questions par rapport à un nouveau terminal bio-LNG, des infrastructures de recharge électrique, à chaque fois la problématique est la même. Il faut réfléchir par rapport au retour sur investissement, il faut réfléchir par rapport au risque de maturité de la technologie, voire d'obsolescence de la technologie à terme. Il faut réfléchir aussi en termes de cohérence entre une région, un pays, voire l'ensemble de l'Europe. Donc toute cette problématique, elle est finalement similaire, quels que soient les cas dont on parle. Et donc ce qu'on a imaginé, c'est qu'est-ce qu'on peut développer comme outil qui aiderait finalement chaque projet à identifier les points critiques de son projet, s'assurer qu'il a bien tous les éléments et qu'il réfléchit, qu'il a bien pris en considération chacun de ces éléments dans la décision qu'il va prendre pour ses investissements dans les 5, 10, 15 ans à venir, avec cette perspective du net zéro émission en 2050. Oui, c'est fondamental de bien prendre en compte qu'on calcule évidemment les coûts, mais également trouver la solution la plus adaptée, j'insiste pour ça, pour chaque usage. Et là, on est vraiment à faire des choix et des investissements qui sont à très long terme, et on voit que la trajectoire qui est prise en matière de mobilité, donc on peut parler pour certains investissements déjà de 2050, bien sûr, mais vont engager l'ensemble des opérateurs de l'Union européenne, j'allais dire même d'un point de vue gouvernemental, sur plusieurs décennies. Et donc ça, c'est très important. Et finalement, on arrive à chaque fois, avec un ensemble de critères, à trouver des réponses et à proposer les solutions les plus sobres. Est-ce qu'on a une idée du montant d'investissement nécessaire pour vraiment accélérer ce développement des infrastructures ? Est-ce qu'au niveau français, au niveau européen, on parle de milliards d'euros, j'imagine ? Globalement, on parle certainement de milliards d'euros. Après, je pense que ça dépend vraiment de chaque type d'infrastructure dont on parle. Et c'est là aussi l'intérêt de l'outil, c'est-à-dire que c'est aussi bien adapté au développement d'un terminal bio-GNL à Brest qu'à une infrastructure de recharge en France. Donc l'idée, c'est bien d'être capable de gérer ces différentes échelles d'investissement qui ont des problématiques similaires malgré tout. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus exprimer vos idées, vos initiatives pour le futur. Un futur donc évidemment décarboné. Merci encore. C'était l'émission C'est possible, émission de l'Express en partenariat avec Movinon. À très bientôt.